Ben, écoutez, d'abord merci beaucoup pour cette charmante introduction. Merci. Bonsoir à tous. Écoutez, lorsque vous m'avez proposé il y a quelques temps déjà de venir échanger avec vous ce soir, c'est vrai que j'ai accepté avec plaisir. Puis finalement, en rapprochant de cette date, ce 8 février, je me disais quand même c'est compliqué, j'ai accepté finalement quelque chose où je suis un peu en train de sortir de mon domaine de compétences. Et voilà, donc alors j'ai un peu réfléchi, puis on échangera ensemble. Alors c'est vrai que finalement, depuis, sans remonter à Hippocrate ou à Galien, il y a 2500 ans, hein, c'est un peu pour nous les pères de la médecine. C'est vrai que la médecine a énormément changé depuis un siècle, quoi. On a vécu des révolutions, et c'est un peu à travers ça, et à travers ce changement de paradigme auquel on a assisté que l'on va échanger ce soir. Alors, vous m'avez posé une question difficile, en fait. Hein. La science pourra-t-elle un jour vaincre la maladie? Alors, à travers cela, d'abord, peut-être définir la maladie. Hein. C'est une altération de l'organisme, une affection médicale, un problème de santé qui peut être causé par différentes raisons, d'ordre génétique, d'ordre bactérien, d'ordre viral, d'ordre infectieux. On va essayer de regarder un petit peu tout ça ensemble. Et puis l'OMS a défini aussi la santé comme un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne considère pas simplement la santé comme une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà un peu posé, si vous voulez, les deux points sur lesquels on va échanger ce soir. Alors, là-dedans, finalement, quelque part, le point important aussi, c'est la science. La science et la science biomédicale évolue actuellement, et depuis probablement les années d'après-guerre, à une vitesse exponentielle. Les connaissances scientifiques, biomédicales doublent à peu près tous les 5 ans. Donc vous imaginez la somme de connaissances finalement qui s'accumule, la nécessité finalement pour les médecins, pour les chercheurs de se tenir au courant de tout ça, et forcément la surspécialité auquel on est confronté et qui existe. Donc finalement, on est dans un monde aujourd'hui où les choses vont extrêmement vite, où les connaissances s'accumulent extrêmement rapidement. Il faut faire aussi le tri de ce qui est important, ce qui est moins, et ce qui probablement a du sens pour les prochaines années, pour l'avenir. Alors, on va regarder ensemble quelques grands champs de la médecine. Peut-être le premier, le plus important, enfin le plus important, mais le premier en tout cas, celui qui a réellement révolutionné la médecine à partir du 19e siècle, c'est le champ des maladies infectieuses. Donc, les progrès dans le domaine des maladies infectieuses, depuis Louis Pasteur et l'école pasteurienne, ont permis un petit peu de changer de monde aussi. Hein, l'identification des bactéries, des virus, la découverte et la mise en place de la vaccination, tout ça, ça a permis de sauver des millions de vies humaines. Alors, ce qui est un peu terrible, c'est que quelque part, ça ne se voit pas aujourd'hui dans nos pays. C'est-à-dire que toute cette protection dont on bénéficie grâce aux vaccinations, réellement, elle ne se voit pas. Et ça pose des questions. On voit aujourd'hui, et je suis assez frappé oui, au sens fort du terme, par un sondage que je voyais encore il y a quelques temps. 30% des médecins en France ne croient plus aux vaccinations. Alors moi, des médecins. Hein. Des médecins, je ne parle pas du grand public, hein, des médecins. Alors ça pose vraiment problème en fait. Hein, ça pose problème. On n'imagine pas, j'ai du mal à croire que finalement tout ce que l'on enseigne aux jeunes médecins, toute connaissance, toutes les informations, toutes les démarches scientifiques, on soit là un peu joué. Alors c'était un sondage où on était au même niveau que la Bosnie-Herzégovine. C'est vous dire un petit peu quand même qu'il y a, je dirais, du travail à faire, même s'il peut y avoir effectivement un questionnement sur un certain nombre de points, mais globalement, la vaccination sauve et va sauver et a sauvé des millions de gens. Alors, la vaccination bien sûr, et puis la découverte des antibiotiques, hein, des antibiotiques Fleming bien sûr, la pénicilline, et puis ensuite tous les médicaments qui ont permis d'éradiquer la tuberculose, d'éradiquer un grand nombre de maladies infectieuses. Hein. Nos grands-parents mouraient très très facilement de l'infection, mouraient très très facilement, très peu
les médecins au début du XXe siècle n'avaient pas à leur disposition d'outils. On n'entend pas. N'avaient pas à leur disposition ni d'antibiotiques, ni d'anti-infectieux, effectivement, pour ça. Alors, quelque part aussi, on voit bien que finalement, l'époque un petit peu d'après-guerre, où l'explosion des molécules nouvelles, des agents anti-infections, ont permis très très rapidement finalement de soigner beaucoup de malades. Et puis, retour de bâton aujourd'hui, et on voit que les craintes apparaissent avec les antibiorésistances, les médecins hospitaliers, il y en a dans cette salle sûrement parmi vous, moi j'en vois, savent bien que c'est une lutte extrêmement importante aujourd'hui qui se joue entre la résistance aux antibiotiques, et puis on voit apparaître des souches de bactéries qui sont résistantes à toute antibiothérapie. Donc on est réellement là dans une situation, et l'OMS le souligne, de crainte pour l'avenir. On va être confronté certainement à des problèmes difficiles vis-à-vis de ces bactéries qui sont résistantes à tout traitement aujourd'hui. Donc ce sont des menaces, et dans nos pays riches aujourd'hui, pays qui ont quand même bénéficié de tout cet arsenal thérapeutique, eh bien, on assiste réellement à une antibiorésistance qui est de plus en plus importante. Alors, ça c'est les bactéries, et puis dans les autres agents anti-infectieux importants qui ont marqué aussi la fin du XIXe siècle, ce sont les virus. C'est une menace importante pour l'humanité. Alors, finalement, ce qui reste un des exemples les plus récents, c'est évidemment le sida. Moi, j'ai vu dans les années 80 apparaître cette nouvelle épidémie, où on avait vu dans les années 80 des jeunes hommes qui mouraient brutalement en quelques mois. Et on appelait ça la maladie des 3 H. C'était les hémophiles, les haïtiens et les homosexuels. C'était les 3 H. Les médecins de santé publique qui avaient un peu qualifié ça comme ça à l'époque, parce que c'était ces populations qui étaient touchées. Et puis il a fallu effectivement, à Pasteur, le groupe de Montagnier isole un rétrovirus responsable de cette maladie qui était développée à une vitesse exponentielle dans ces années 80. Et puis vous savez, la suite, il a fallu effectivement développer des marqueurs pour identifier cela. Et au départ, on a beaucoup patogé. Je travaillais en transfusion à l'époque. C'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions à l'époque. On voyait des gens qui avaient des anticorps. Alors on ne savait pas s'ils étaient protégés. On pensait qu'ils étaient protégés, un petit peu comme on est protégé quand on a d'autres anticorps. Et puis finalement, ils n'étaient pas protégés. Ils étaient simplement des marqueurs de l'infection, ce qui a été effectivement douloureux pour la prise en charge. Donc, un virus qui apparaît brutalement nous a fait prendre conscience de la fragilité finalement de l'espèce humaine par rapport à ça. Et je me dis toujours que finalement le virus du sida, transmission sexuelle, finalement quelque part limité par des contacts sexuels, mais si le virus du sida avait été un virus extrêmement transmissible comme le virus de la grippe par exemple, vous imaginez la catastrophe sanitaire auquel on aurait été confronté. Donc on est, je pense, sous la menace finalement des virus et des souches virales qui peuvent muter et qui peuvent être extrêmement difficiles à combattre, parce que presque 30 ans après, on n'a toujours pas de vaccin contre le sida. Heureusement, on a eu quelques médicaments qui ont été développés, des rétrovirus, et puis on a pu transformer quand même, et ça c'est quand même un message positif aussi, une maladie aiguë, mortelle, rapidement, en une maladie aussi aujourd'hui chronique que l'on peut contrôler, et qui effectivement n'a plus du tout le même pronostic que le pronostic qui était dans les années 80-85. Donc ces maladies infectieuses restent une menace quand même pour nous tous aujourd'hui. Une maladie bactérienne bien sûr, et puis une maladie virale, avec cet exemple du sida qui est un peu comme un coup de semence pour l'espèce humaine aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce problème des maladies infectieuses. Et puis échanger avec vous aussi un mot sur le cancer. C'est quand même c'est la première cause de mortalité aujourd'hui, et c'est aussi une course effrénée entre les scientifiques qui essayent de comprendre au mieux finalement le fonctionnement de la cellule et le dérèglement de la cellule qui contribue à sa prolifération anarchique et au développement des cancers, quoi. Et c'est vrai que là, la
la science, la biologie médicale a permis de mieux comprendre finalement à la fois les agents oncogènes, les oncogènes, les anti-oncogènes, toute cette mécanique, cette balance qui, dans chacune de nos cellules, finalement, nous protège par rapport à lorsque la cellule se divise, ces erreurs qui peuvent se produire et ces divisions anarchiques qui peuvent se mettre en place. Donc, la connaissance intime du fonctionnement de la cellule, de ses divisions, des agresseurs potentiels, tout cela, c'est extrêmement important. Et puis, la compréhension aussi sur le plan de la santé publique et de l'environnement, des agents et de l'environnement qui peuvent finalement être responsables de cancer. Je suis toujours très, et probablement vous partagerez ça, je suis toujours très, très surpris quand je regarde un peu dans le rétroviseur de me dire que finalement le lien entre le tabac et le cancer, il est récent. Il a été établi simplement en 1966 où il y a eu des premières publications qui ont été faites à l'époque. Donc c'était très très récent. Donc pendant des dizaines d'années, les gens fumaient allègrement partout, tout le temps. Il n'est que de voir à la télé des vieilles émissions où tout le monde qui fume. Donc cette notion-là, elle est récente. Donc l'influence de l'environnement sur l'apparition du cancer, c'est aussi un point extrêmement important. Et je pense que la médecine, c'est peut-être pas, c'est difficile, mais c'est peut-être pas assez penché sur la recherche de l'impact des facteurs d'environnement sur le développement, sur notre santé et sur le développement des cellules cancéreuses. Alors, dans le domaine du cancer, il y a quand même eu des succès remarquables depuis, je dirais, les années 50. Aujourd'hui, les leucémies de l'enfant ont un bon pronostic. La maladie Hodgkin, elle est pratiquement guérie à 95%. Il y a des succès importants sur des maladies pour lesquelles, effectivement, il y avait peu de chances de succès il y a encore une cinquantaine d'années. La leucémie myéloïde chronique aussi, une forme de maladie hématologique, grâce à certains médicaments extrêmement précis aujourd'hui, font que c'est une maladie chronique avec une espérance de vie qui est pratiquement celle de la population générale. Donc il y a des avancées qui sont importantes. Il y a des avancées, mais il y a aussi des formes de cancer aujourd'hui qui n'ont pas progressé depuis longtemps, le cancer du pancréas, du temps, etc. Donc il y a encore du travail extrêmement important, extrêmement à faire. Et alors là, ce qui a beaucoup changé finalement au cours de ces 30-40 dernières années, c'est la prise en charge du cancer. Aujourd'hui, l'association d'une prise en charge précoce, d'une prévention, d'une chirurgie, mais aussi de l'imagerie qui a fait des progrès énormes, le scanner, l'échographie, l'IRM, tout cela aujourd'hui permet une prise en charge qui n'a plus rien à voir avec celle que l'on pouvait mettre en place ou prendre en place dans les années 50, où on avait finalement peu de médicaments et c'était la chirurgie souvent qui était le seul arsenal thérapeutique et puis plus récemment, depuis une vingtaine d'années à peu près, et là on va rentrer un peu dans le domaine que je connais un peu mieux, le domaine de la génomique, l'analyse de la tumeur au niveau moléculaire, ce qu'on appelle l'analyse génomique, c'est-à-dire la connaissance finalement un petit peu du patrimoine génétique de cette tumeur, du patrimoine qui est issu d'une cellule normale, mais qui n'est plus normale, et dans lequel il y a des mutations un petit peu partout. La connaissance précise de ce patrimoine permet aujourd'hui de repérer ce qu'on appelle d'anglais des mutations drivers, c'est-à-dire des mutations qui sont responsables finalement du développement de la cellule et sur lesquelles on va pouvoir agir avec des médicaments spécifiques. Donc on a changé là et on a des outils extrêmement nouveaux quelque part qui sont possibles parce qu'on connaît et parce qu'on est capable d'identifier les aspects moléculaires de la tumeur. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour certaines mutations qui sont présentes, par exemple dans le mélanome, qui est un cancer qui est de mauvais pronostic, aujourd'hui il y a des succès, des rémissions relativement importantes. Donc on a là des facteurs d'espoir pour un certain nombre de cancers. Alors, à travers cette prise en charge du cancer, on voit aussi que la prise en charge médicale a complètement changé. C'est plus le médecin tout seul dans son coin finalement qui prend en charge un malade, mais les dossiers sont discutés en staff, sont discutés avec des collègues de différentes spécialités, des chirurgiens, des oncologues, des médecins d'organes, et les décisions sont prises collégialement, partagées
pour la prise en charge d'un dossier médical. Tout ça aussi, c'est des choses qui existaient peu ou pas il y a 30 ou 40 ans. Donc on a réellement là une évolution dans la prise en charge des patients, et je crois que c'est une bonne chose parce que ce sont des décisions qui sont partagées, et je pense que pour les patients, pour les malades, c'est une excellente chose. Alors, à travers ça aussi, et c'est comme ça que la médecine progresse aussi, les malades se voient proposer d'être inclus, de bénéficier d'inclusion dans des nouveaux protocoles, dans des nouvelles molécules qui émergent, et les médecins vont pouvoir comparer l'effet d'une molécule nouvelle par rapport à une molécule ancienne, une molécule traditionnelle. Et c'est vraiment sur des données scientifiques, d'études randomisées, que l'on va pouvoir finalement changer de molécule, la faire évoluer, comprendre son efficacité, sa toxicité. Donc on est réellement dans ce qu'on appelle, nous, la médecine basée sur l'évidence, c'est-à-dire qu'il nous faut des preuves pour pouvoir avancer, pour pouvoir réellement se dire qu'une molécule est plus active qu'une autre, et pouvoir en changer. Et tout ça, bien sûr, aussi pour le bénéfice des malades. Et c'est aussi un combat de chaque jour, en fait, ou de chaque année, de trouver des molécules nouvelles, de trouver des molécules plus efficaces et moins toxiques pour traiter la maladie. Alors, je glisse un peu, là, je vous ai parlé de l'étude de la cellule cancéreuse, de l'étude du génome de la cellule cancéreuse. Donc, je vais du coup parler maintenant de génétique, qui peut constituer quand même beaucoup de mon activité professionnelle. Et la génétique aussi, c'est peut dire si elle s'est développée au cours des 50 dernières années. Si on revient un tout petit peu en arrière, c'est pas très loin, la molécule de l'ADN a été découverte en 1944 par un chimiste qui s'appelait Avery. Donc, et la structure même de cette molécule d'ADN, avec ses bases, ses compositions chimiques, elle était inconnue encore il y a une centaine d'années. Donc l'ADN a été identifié, et puis vous avez vu, Watson, Crick, ils ont imaginé, ils étaient très créatifs, ils ont imaginé finalement comment cette molécule d'ADN s'organisait, avec une double hélice, et puis comment finalement le matériel génétique pouvait être partagé entre les cellules, et l'information génétique pouvait passer ainsi d'une cellule à l'autre. Donc ça a été, c'était en 1954, c'était donc une révolution, parce que très rapidement ensuite, dans ces années 55, le code génétique a été identifié. Donc on a compris finalement la signification des lettres de l'alphabet génétique, et qui correspondait à un message qui pouvait donner naissance à une protéine. Donc ça, c'est le code génétique, et puis les pasteuriens, Wolf, Monod, Jacob aussi, qui ont à ce moment-là apporté leur pierre à l'édifice en comprenant le mode de transmission des traits génétiques, et ça a été aussi des progrès qui ont été importants et qui ont abouti dans les années 70 à ce qu'on a appelé la période de l'ADN recombinant, c'est-à-dire que les scientifiques ont commencé quelque part à se dire qu'ils pouvaient un peu faire du bricolage génétique, c'est-à-dire de pouvoir introduire du matériel de l'ADN en fait dans des vecteurs, et puis l'amplifier, l'organiser, ce qu'on appelle servir des bactéries finalement pour amplifier le matériel génétique. Et puis ils se sont même posé des questions à l'époque, et je crois qu'il faut s'en poser, c'est notre devoir. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers? Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de mettre en place des molécules nouvelles qui vont nous dépasser, qu'on ne saura pas contrôler, etc. Donc il y a eu à un moment donné une proposition d'un moratoire pendant un an, je crois que c'était en 1976. Et ce moratoire n'a pas tenu en fait, parce qu'on s'est rendu compte, et puis la scientifique, vous savez, c'est un petit peu comme les explorateurs, ils ont toujours envie d'aller plus loin. Donc à partir du moment où ces outils ont été disponibles, eh bien, les gens les ont utilisés, et à partir de cet ADN recombinant, on a eu la capacité à ce moment-là à séquencer ce matériel génétique. Et on est arrivé dans les années 80, à ce moment-là, où à la fois l'informatique et puis les outils ont permis d'aller, et pour nous médecins c'était important, d'aller chercher les gènes de maladie. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait dans notre génome à peu près, on sait maintenant qu'on en a à peu près 20 000, à l'époque on pensait qu'on en avait beaucoup plus, et qu'on a à peu près 7 000 gènes qui peuvent être responsables de maladies. Donc, voilà, beaucoup sont très rares, mais les principales, à ce moment-là, les outils étaient disponibles pour aller les chercher. Alors je ne vais pas entrer en détail sur les stratégies pour les identifier, mais les outils étaient disponibles,
Et à partir des familles malades, en fait, qui ont pu être rassemblées, on a pu aller localiser les gènes, et puis aller les chercher, les cloner, en fait, et les identifier, et avoir la séquence d'informations génétiques qui était comprise dans ces gènes. Et ça a été réellement un bouleversement. On est dans les années 85-90 à ce moment-là. Et les gènes de la myopathie du chêne, de l'hémophilie, de l'hémochromatose, de la mucoviscidose sont identifiés à ce moment-là et permettent bien sûr à ce moment-là de comprendre un peu mieux les bases physiopathologiques des maladies et puis permettent finalement de poser à ce moment-là des stratégies nouvelles pour essayer de corriger ces anomalies génétiques. Alors, on se rapproche un petit peu déjà sérieusement de notre époque. On est dans les années 90, et là, Watson, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait inventé la double hélice, qui était encore plus très jeune, mais encore assez vaillant, a porté un projet qui paraissait à l'époque un projet un petit peu comme un projet un peu futuriste, en disant il faut aller séquencer le génome humain. 3 milliards de paires de bases, c'est-à-dire 3 milliards effectivement d'éléments élémentaires, 3 milliards de paires de bases qui sont devant nous, mais les outils sont là, et donc il y a eu un consortium entre les Américains, les Anglais, les Japonais et un peu les Français, pour se partager le travail et puis pour avancer, pour essayer de séquencer. Alors on pensait que ça prendrait 30 ou 40 ans, puis il y a eu la compétition avec un consortium privé aussi, un consortium public. Et en 2002, à ce moment-là, la première séquence du génome humain a été obtenue. Et là, clairement aussi, aujourd'hui, on a un peu changé de monde, puisqu'on dispose de la séquence complète du génome humain. C'est-à-dire que les 3 milliards de paires de bases aujourd'hui, qui ont coûté des milliards pour avoir le premier génome, aujourd'hui, pour à peu près 2 000 €, on peut avoir la séquence complète du génome humain. Alors après, on pourra discuter sur ce qu'on peut en faire, mais en tout cas, je pense que pour les futures générations de médecins, ce sera un outil important pour aller poser un certain nombre de diagnostics qui seront difficiles à faire. Alors, ces nouvelles connaissances, finalement, ont ouvert aussi de nouveaux champs en médecine, et en particulier, à partir de ces années 90, du fait finalement de la connaissance de ces gènes qui étaient identifiés, eh bien, on a pu ouvrir la porte de la médecine anténatale, à la fois par la connaissance biologique, par la capacité à aller prendre de l'ADN très précocement au niveau du placenta, l'ADN du fœtus, et puis de pouvoir l'analyser, de pouvoir poser finalement un diagnostic, et puis par l'imagerie, parce que parallèlement, l'imagerie avait fait beaucoup de progrès, l'échographie en particulier, qui fait que le suivi de la grossesse a été complètement bouleversé avec finalement des échographies régulières, et puis pour les femmes à risque de porter un enfant atteint d'une maladie génétique, eh bien on a pu proposer d'aller précocement prélever de l'ADN, poser un diagnostic, et puis 3 fois sur 4 en général de pouvoir rassurer la future mère à la suite de la grossesse. Donc ça, c'est aussi un nouveau champ finalement de la médecine qui s'est ouvert à la suite des développements scientifiques qui ont été obtenus à ce moment. Alors, aujourd'hui, et ça a été vite aussi finalement, je vous ai parlé de 3 ou 4 gènes, aujourd'hui, on a 3000 gènes qui ont été clonés, 3000 gènes de maladies qui sont connus. Il reste un peu de travail encore, parce qu'il y en a à peu près, je vous disais, 6 ou 7 000, donc il reste encore du travail pour les futures générations de chercheurs, mais le fait déjà d'avoir la possibilité d'identifier ces 3000 gènes de maladies, et puis d'aller chercher aussi des remaniements un peu complexes dans le génome, ça nous a permis finalement de poser un certain nombre de diagnostics et de prendre en charge un certain nombre de maladies. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, par exemple, grâce aussi à la technologie qui a avancé. Je vous parlais du séquençage tout à l'heure, qu'on pouvait faire dans ces années 80, qui était laborieux, qui prenait du temps, qui était compliqué. Aujourd'hui, les outils et les stratégies ont tellement bénéficié d'une révolution technologique tellement importante qu'on peut, en quelques jours, analyser des panels de gènes d'une 50, 100 gènes d'un coup d'un seul en 3 ou 4 jours.
et ce qui nous permet aussi d'avancer considérablement dans le diagnostic. Et je vais prendre juste un exemple. Dans mon laboratoire, on a développé depuis un an un panel de gènes sur la déficience intellectuelle. On sait malheureusement que la déficience intellectuelle, qui touche quand même pas mal d'enfants, de nouveau-nés, eh bien, elle peut être due à un nombre de gènes extrêmement important. Il y a 500 gènes aujourd'hui qui ont été publiés dans la littérature et qui peuvent être responsables de déficience intellectuelle, quelquefois modérée, mais souvent très très importante. Et c'est important aussi de pouvoir poser un diagnostic, de pouvoir dire aux familles, écoutez, c'est ce gène-là, c'est cette mutation, il y a un risque peut-être pour les grossesses où il y en a ultérieures où il n'y en a pas. Et ça rassure beaucoup parce que ce sont des maladies où il y a une grande errance diagnostique et on voit encore aujourd'hui des jeunes qui ont une déficience de 20 ans, 30 ans pour lesquels finalement ils ont le diagnostic arrivé pendant 15 ou 20 ans. Donc c'est un progrès important. Certes, on ne va pas les guérir, mais au moins on va pouvoir poser le diagnostic et puis envisager des stratégies pour les grossesses suivantes pour ces femmes-là, ce qui est important. Alors, tous ces travaux, avec quelques exemples dont je vous ai cités, forcément nécessitent des coordinations et des regroupements de collaboration internationale. C'est ce qui se passe pour avancer. Souvent aujourd'hui, les publications importantes, eh bien, c'est un regroupement de travaux de plusieurs équipes dans différents pays. Alors, ça pose, pour nous, ça pose pas énormément de questions, mais tout de même, quelque part derrière, il y a du matériel génétique, il y a du matériel génétique des patients qu'on va pouvoir mettre ensemble. Donc, ça nécessite aussi, quelque part, qu'il y ait un consentement pour le diagnostic, consentement pour la recherche, et c'est important finalement que cet encadrement, dont on va dire un mot tout à l'heure, soit fait, soit mis en place, et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec quand même ce qui est extrêmement important, c'est-à-dire le patrimoine génétique du patient, le patrimoine génétique d'un individu. Alors tout ce développement finalement, vous imaginez bien, a conduit à créer des hyper-spécialisations. Il est clair que les médecins impliqués dans ces recherches de pointe ont dû s'investir dans des domaines qui évoluent rapidement. Et puis toute cette hyperspécialisation aussi a changé le rapport médecin-malade. L'accès simple aux données médicales, souvent plus ou moins validées et accessibles en ligne sur les réseaux, sur Internet, font qu'aujourd'hui, finalement, le patient, vous peut-être, moi, avant d'aller voir le médecin, souvent il a déjà tapé sur Internet, souvent il a déjà fait son diagnostic et il arrive avec déjà probablement un diagnostic qui est un peu posé, quoi. Donc ça change beaucoup le rapport et ça a bouleversé quand même le rapport de la relation médecin-malade aujourd'hui avec l'arrivée. Alors, un autre point, je crois, qui est important et que l'on a vécu, c'est dans le changement un peu des rapports médecin-malade, c'est l'arrivée des associations de patients, et qui sont devenus des partenaires aujourd'hui importants dans la prise en charge médicale, et ce qui n'existait pas du tout autrefois. Et vous avez tous vu, bien sûr, l'importance qu'a pris, par exemple, le Téléthon. Mais le Téléthon, qu'est-ce que c'était au départ? C'était une association, un regroupement de quelques parents qui avaient des enfants myopathes et puis qui se sont regroupés, puis qui se sont dit on ne peut pas être simplement contemplatif, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à la limite, ils étaient plus moteurs quelque part pour avoir envie d'avancer que les médecins eux-mêmes, quoi. Et donc ils ont un peu soulevé des montagnes en faisant des manifestations, en Amérique d'abord, et puis en France, et vous connaissez tous les résultats du Téléthon, 100 millions d'euros qui sont levés pratiquement chaque année. Donc ça a finalement boosté, si je puis dire, à la fois la recherche et puis la prise en charge des patients. Et ça, c'est vrai pour la myopathie, pour le Téléthon, c'est vrai aussi pour la mucoviscidose que je connais mieux. Et ça a été un bouleversement important finalement dans la prise en charge des patients. Et aujourd'hui, les associations de parents, les associations de patients, finalement, ce sont des gens qui connaissent extrêmement bien leur maladie, ces maladies chroniques, et pour lesquelles, effectivement, ils ont besoin aussi d'avoir des partenaires médicaux qui soient extrêmement bien formés pour pouvoir les prendre en charge.
Alors, toute cette finalement, on pourrait se dire, on pourrait se poser la question, finalement, est-ce que cette dynamique associative qui a stimulé la recherche, qui a apporté de l'argent, est-ce que finalement, on n'a pas fait le travail de l'État? Est-ce que finalement, ce n'était pas à l'État de faire ça? C'est vrai que c'est un questionnement. La recherche académique a fait son travail, mais la recherche académique, elle a été aussi sollicitée par des projets de recherche dans différents domaines, et probablement cette impulsion des familles ont permis de dynamiser, en tout cas d'une manière importante, la recherche dans les maladies génétiques à ce moment-là. Alors, tout ça nécessite réellement, vous l'avez bien compris, un encadrement important. On ne peut pas faire très clairement n'importe quoi avec ce qui constitue l'essence même de notre patrimoine génétique, notre génome. Et vous l'avez sûrement vu, la France s'est donné tous les 7 ans un moment pour avoir un peu de respiration, pour réfléchir, pour faire remonter la réflexion de tout le monde, de vous, des associations, sur l'évolution qui va très très vite, l'évolution scientifique, l'évolution médicale, sur les nouveaux problèmes qui sont posés par les tests génétiques, pour la fécondation in vitro, pour la procréation médicalement assistée, la grossesse pour autrui, enfin tous ces problèmes-là qui réellement avancent très très vite et qui sont des problèmes de société et pour lesquels effectivement la société doit poser un certain nombre de jalons, fait que ces révisions de loi de bioéthique ont été faites en 2011 et seront aussi refaites en 2018. Et donc il y a des réunions, probablement il y en a un paire aussi, qui sont mises en place pour faire remonter. J'étais la semaine dernière avec une réunion à Brest avec le professeur Defrézy, qui est le président du comité national d'éthique, et il attend finalement qu'il y ait une remontée de la population, en fait, pour pouvoir enrichir le débat et les discussions sur ces grands problèmes qui vont être mis sur la table et qui sont importants. Et je crois que c'est important. La France a été probablement un des pays qui a été un petit peu en tête pour instituer ces lois de bioéthique. Alors, c'est vrai que nous, dans nos démarches de recherche, souvent ça nous fait perdre du temps un peu, on se fait un peu parce que on aimerait bien aller plus vite, mais c'est vrai aussi que je crois que c'est important à la fois que les gens soient bien informés de ce qui va être fait, que le consentement soit bien fait, etc., soit bien signé si l'on veut réellement avoir aussi cette relation de confiance entre les patients et les médecins. Alors, ça touche aussi des points importants qui n'existaient pas encore il y a 30 ou 40 ans, et ce qui constitue ce qui a été assez médiatisé, qu'on appelle la médecine prédictive. La médecine prédictive, vous avez vu avec Angelina Jolie, là, qui avait médiatisé ça en disant... Angelina Jolie? Non. Le cas. Angelina Jolie, une actrice très connue, que vous connaissez sûrement tous, très très médiatique, très connue, avait décidé de se faire une mastectomie, c'est-à-dire de se faire enlever les 2 seins, parce qu'elle avait été porteuse d'une mutation dans un gène qui a été identifié il y a une vingtaine d'années maintenant, qu'on appelle le gène BRCA. Et les femmes qui ont une mutation dans ce gène-là, eh bien, elles ont, au cours de leur vie, un risque à peu près de 80% de développer un cancer du sein et puis de 30% à peu près de développer un cancer de l'ovaire. Donc, c'est extrêmement... Alors, c'est pas bien sûr, c'est une petite partie des cancers du sein, c'est à peu près 3-4% des cancers du sein, tout compris. Mais c'est extrêmement important de pouvoir les dépister, parce que quand on les dépiste, bien sûr, d'abord on va pouvoir surveiller très très attentivement, de manière annuelle, par l'imagerie, etc., si quelque chose se développe. Et puis, l'histoire individuelle devient une histoire familiale, parce que forcément, la femme chez qui on va dépister cette mutation, eh bien, elle a des sœurs, elle a des filles, etc. Et donc on va pouvoir faire à ce moment-là une prévention, et on va rentrer dans la médecine prédictive, c'est-à-dire repérer les sujets à risque
et leur proposer une prise en charge adaptée finalement à leur situation, d'être en situation de développer un cancer au cours de leur vie. Donc cette médiatisation de la médecine prédictive, qui est surtout finalement aujourd'hui focalisée sur ce cancer du sein et de l'ovaire lié à ces 2 ou 3 gènes que l'on connaît, et puis aussi à je dirais, une autre catégorie de cancer qu'on appelle le cancer le syndrome de Lynch, qui touche essentiellement le côlon et puis chez les femmes aussi l'endomètre. Ce cancer du côlon, il est lié à des gènes qui sont touchés parce que ce sont des gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc il est important aussi de repérer ces sujets-là et de repérer leurs mutations pour mettre en place cette prévention. Donc là, on est rentré vraiment dans une démarche de médecine prédictive, et ce que nous a apporté la connaissance de notre génome, la connaissance finalement des gènes qui étaient en situation de pouvoir, quelque part, être un peu les gardiens du génome, c'est-à-dire de pouvoir corriger ou de ne pas corriger lorsqu'il y a une anomalie qui se passe lorsque les cellules se divisent. Donc une accélération des connaissances dans le monde médical qui est réellement extraordinaire depuis 20 ou 30 ans. Et tout ça a été aussi possible parce que on a été capable d'aller rapidement identifier des gènes, aller les cloner. Moi j'ai le souvenir, mais ça c'est un petit peu des histoires un peu personnelles, mais quand même, j'ai le souvenir, quand on a commencé à travailler sur la mucoviscidose dans les années 85, on avait constitué un travail collaboratif européen avec le professeur Williamson à Londres, et puis on était tout près d'identifier le gène. Il y avait une course extrêmement importante, une compétition importante avec les Nord-Américains. Et en 88, on pensait qu'on avait le gène dans le frigidaire, qu'il avait réussi à le sortir. À un moment donné, on s'est un peu trompé dans les analyses. Et donc, ce sont les Américains qui ont réussi, pour les premiers, à le publier en 1989. Et le souvenir, probablement le souvenir qui m'a le plus frappé dans ma vie scientifique, ça a été en octobre 89, un mois après que le gène a été publié dans Science. On s'est tous retrouvés à Tampa, en Floride. Et il y avait à peu près 1500 médecins, chercheurs qui étaient là. Et les 3 découvreurs du gène ont présenté le travail. À ce moment-là, on présentait le gène. Vous imaginez quel choc qu'on travaillait dessus depuis une dizaine d'années pour aller le chercher. Et pendant 3 quarts d'heure, il y a eu une standing ovation. Tout le monde était debout, ils ont été applaudis pendant 3 quarts d'heure. Et les gens pleuraient, parce que on changeait de monde. On avait tout d'un coup identifié le coupable. On avait la possibilité d'aller plus loin. Et donc, à partir de ce moment-là, les consortiums se sont mis en place, on a identifié les mutations. Et alors, le balancier de tout ça aussi, c'est qu'un certain nombre de confrères, emportés par l'élan, ont pris le micro à la radio ou à la télévision en disant « on a le gène de la mucoviscidose, dans 2 ans, la maladie est guérie ». Voilà. Donc, ça nous donne aussi une leçon d'humilité, parce qu'on est maintenant 30 ans après, et puis il y a eu des progrès, on dira 2 mots, mais on n'a toujours pas quand même guéri la maladie. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être prudent. Les découvertes scientifiques, il faut du temps derrière pour arriver à réellement guérir une maladie, ou avoir des résultats tangibles. Alors, dans les résultats quand même significatifs, on a mis en place un dépistage qui utilise la connaissance du gène, les mutations. On l'a mis en place en Bretagne d'abord, puis maintenant dans tout le territoire national. On va faire du diagnostic anténatal, dont je disais un mot tout à l'heure. Et puis surtout, depuis 3 ans, grâce à la connaissance des mutations, il y a une équipe, une compagnie américaine qui a fait du screening de molécules très très large, une stratégie un peu à l'américaine. Ils ont testé des milliers de produits et puis ils ont réussi à montrer que pour certaines mutations, il y avait des médicaments efficaces. Donc on a les premiers médicaments qui sont vraiment spécifiques de tel type de mutation, avec réellement des effets. La maladie n'est pas guérie, mais au moins les enfants ont 15-20% de fonction respiratoire de gagner. Et c'est pas rien, et je pense que c'est un palier simplement. Donc tout ça, c'est issu finalement de découvertes scientifiques qui ont été faites préalablement et qui arrivent aujourd'hui, je dirais, dans la pratique médicale, et c'est extrêmement important finalement tout ça. Alors, dans les apports aussi
que la génétique a pu faire, ou que la découverte des gènes a pu faire, est né un immense espoir qui est un peu, aujourd'hui, mérite un peu d'être discuté. C'est la thérapie génique. Thérapie génique, tous en ont entendu parler. À partir du moment où on avait cloné un certain nombre de gènes, le concept assez simple est venu être porté en disant qu'on va utiliser le gène comme un médicament. C'est assez facile à expliquer. Finalement, on a le gène, on sait qu'il marche, on est capable de l'introduire dans une cellule, on est capable de le mettre dans un vecteur, dans un virus bricolé, etc. Puis on va l'introduire dans la cellule, puis on va apporter finalement la protéine qui va bien et qui va finalement permettre au tissu, à la cellule de fonctionner normalement. Donc le concept est tout à fait intéressant, important. Et puis où on en est aujourd'hui finalement dans cette thérapie génique, c'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein selon qu'on est optimiste ou pessimiste. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, beaucoup de choses, avec quelques succès. Vous avez peut-être pu voir à la télévision des déficits immunitaires de l'enfance, on appelle les bébés bulles, les enfants à qui il manque une protéine importante pour monter une réponse immunitaire, et qui ont pu bénéficier, grâce aux travaux d'Alain Fischer à Necker en particulier, d'une thérapie génique où on a pu introduire dans leurs cellules de la moelle un rétrovirus qui apporte la protéine qui manque. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enfants qui sont traités comme cela et qui sont sortis, qui ont une vie tout à fait normale. Ça nous a permis aussi de comprendre qu'il fallait être prudent parce que les premiers vecteurs qui ont été utilisés, ils ont déclenché des cancers quand même, des leucémies qui ont été déclenchées. Donc quelque part, on ne peut pas jouer non plus aux apprentis sorciers du fait d'utiliser des rétrovirus bricolés. Ça peut aussi activer au génome un certain nombre d'oncogènes, etc. Donc il faut être aussi relativement prudent. Mais, et je pense qu'il y a un certain nombre de pathologies pour lesquelles on va avoir des traitements par thérapie génique et qui vont être intéressants dans les prochaines années, en particulier l'hémophilie B, on n'est pas très loin d'un traitement. Des maladies de la rétine, des pathologies de la rétine, probablement c'est plus facile parce que c'est un milieu fermé, il y a moins de risques finalement de toucher à tout l'environnement. Et probablement aussi sur certaines formes de cancer, on va pouvoir avoir des agents médiés par thérapie génique qui vont pouvoir contrer un certain nombre d'emballements cellulaires. Donc, vous voyez que cette thérapie génique qui était finalement un outil, un arsenal thérapeutique dont on ne pouvait même pas imaginer que ça pourrait marcher il y a une trentaine ou une quarantaine d'années aujourd'hui, ça fait partie quelque part des possibilités que l'on a à notre disposition. Et ça souligne aussi les exigences de sécurité qui doivent être mises en place pour utiliser ces nouvelles thérapeutiques. Alors, vous voyez, c'est sûrement incomplet ce que je vous ai raconté un petit peu, c'est à travers aussi les choses qui m'ont marqué ou les choses importantes du développement. Alors, si on revient maintenant un petit peu à la question que vous me posiez, à travers tout cela, est-ce qu'un jour la science pourra vaincre la maladie? La science, vous avez compris, a fait faire un certain nombre de progrès extrêmement importants quand même depuis une centaine d'années. Aujourd'hui, notre espérance de vie est à peu près de 85 ans pour les femmes et puis 80 ans pour les hommes. Et j'ai un peu l'impression, je ne suis pas médecin de santé publique, mais je crois qu'on est un peu atteint sur un plateau. On n'augmente plus beaucoup, voire pour les femmes, on serait plutôt tendance à diminuer un petit peu. On ne progresse plus en fait, on a atteint un certain plateau, et je crois que ça va être peut-être un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on pourra aller beaucoup plus loin? Moi, je n'ai pas l'impression qu'à la lumière des connaissances actuelles et des outils que l'on a, je pense que ce plateau-là, il me fait penser un peu au plateau que la physiologie finalement nous montre lorsque l'on fait une physiologie des sportifs ou des sportifs de haut niveau, par exemple. J'ai un ami là, qui est cardiologue et qui travaille sur les sportifs de haut niveau, et il me montrait ces courbes où finalement, lorsqu'on suit un sportif de haut niveau, il atteint un plateau. Et puis pour que le plateau bouge, à un moment donné, il faut apporter quelque chose qui est un petit peu extra-naturel. Il faut un but de point, il faut quelque chose d'autre pour faire changer de choses.
Et il me montrait des plateaux de sportifs, puis tout d'un coup, et tout, ça venait. Et là, il me dit, ça c'est de l'EPO. Donc, à un moment donné, si vous voulez, pour changer le cours des choses, il faut apporter quelque chose qui soit un petit peu indépendant. Et je pense que pour notre espérandille, c'est un petit peu pareil. Donc on n'arrivera pas aujourd'hui à avoir des outils qui nous permettent probablement de jouer sur les gènes qui sont responsables quelque part dans chacune de nos cellules de leur programmation, parce que nos tissus, nos cellules sont programmées pour se diviser un certain nombre de fois. Et tant qu'on n'arrivera pas à jouer sur ce programme, le programme finalement qui est inscrit dans l'ADN de nos cellules, tant qu'on ne pourra pas jouer là-dessus, je crois qu'on ne bougera pas beaucoup ce plateau. On arrivera effectivement, probablement, comme on fait aujourd'hui, peut-être à guérir 80% des cancers, hein, c'est ce que vous me disiez l'autre jour. Hein, les chercheurs de l'ALCA disent que peut-être dans les prochaines années, on arrivera à traiter, à guérir 80% des cancers. Mais je pense que sur l'espérance de vie, en tout cas, on va probablement arriver à ce plateau-là. Et je ne vois pas aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, comment on va pouvoir toucher à cela. Alors, c'est un peu utopique, mais les chercheurs qui sont impliqués qui se posent des questions sur la sénescence, hein, sur finalement le vieillissement, hein, comment finalement on peut lutter contre ce vieillissement un peu inéluctable. Il y a des modèles extraordinaires d'ailleurs qui sont extrêmement intéressants pour ça. C'est le clonage qui a été fait sur les moutons. Vous vous rappelez Dolly, le petit mouton là, qui a été cloné en 1996. Eh bien, ce mouton-là, qui a été finalement, on a fait repartir à partir de l'ADN d'une cellule qui avait déjà, une cellule de la mamelle de la brebis, ils ont pris l'ADN et puis ils l'ont mis dans un ovocyte et puis ils l'ont fait repartir et ça a donné un mouton. Seulement le mouton, il avait des rhumatismes et puis il est mort assez jeune, quoi. Donc il portait déjà, l'ADN de ces cellules-là portait déjà les stigmates d'une différenciation, d'un vieillissement. Mais c'est un modèle assez extraordinaire. On dit même que la cellule part avec l'âge. Oui. De l'âge de l'état de l'adulte. Absolument. Et donc il y a toute cette. C'est un modèle extraordinaire pour étudier le processus de sénescence et de vieillissement. Alors si on arrivait à redonner à nos cellules ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la totipotence, c'est-à-dire leur capacité à développer un petit peu tous les types de cellules. On sait au laboratoire depuis 4-5 ans, il y a eu un prix Nobel japonais là-dessus, on est capable finalement à partir d'un adipocyte ou d'une cellule de la peau, on est capable de faire ce qu'on appelle des IPS, c'est-à-dire des cellules dédifférenciées grâce à un cocktail de molécules, hein, dont je vous passe le nom. Et ces cellules-là, on peut les induire après vers un neurone ou vers une cellule hépatique ou vers une cellule Donc on est capable finalement de refaire quelque part des cellules neuves, quoi. Donc si on imagine, c'est un peu utopique, hein, mais si on imagine qu'on serait capable in vivo de faire des choses comme ça, c'est-à-dire de redonner un potentiel de différenciation des cellules, et on ferait un peu des cœurs neufs, on ferait un peu des neurones un peu neufs sur les individus. Tout ça c'est complètement utopique dans ce que je vous raconte là, mais ça reste des enjeux quand même assez importants. Donc le pouvoir de programmer ou de déprogrammer la cellule, moi je crois que c'est un enjeu extrêmement important pour les générations futures de chercheurs. Alors ça va, si on allonge vraiment comment dirais-je, l'espérance de vie à la naissance, bien sûr que ça va poser un certain nombre de problèmes pour notre humanité. Déjà un certain nombre sur Terre, probablement un peu trop déjà, donc j'imagine que si on rajoute quelques dizaines d'années, ça va être un petit peu compliqué. Alors vous aurez compris quand même à travers ça que le moteur de la médecine, c'est quand même largement la science qui nous fait progresser, la science et la technologie, et ce qu'on a vécu là depuis une cinquantaine d'années, c'est des expériences et des aventures assez extraordinaires, et j'espère que c'est pour le fin du feu, pour le bénéfice des patients.